Bonjour et bienvenue. On vit tous avec une sorte d'ennemi intime. Euh, la fatigue. On essaie de la combattre avec du café, des vacances, plus de discipline. Mais si on se trompait complètement de combat? Aujourd'hui, on va explorer une idée assez provocatrice, tirée d'un texte de l'Atelier du Sens. L'idée c'est, et si cette fatigue profonde, cet épuisement qui nous pèse n'était pas un ennemi à abattre, mais plutôt un allié qui essaye de nous dire quelque chose d'essentiel? C'est une approche qui est fascinante parce qu'elle prend vraiment le contre-pied de tout ce qu'on nous apprend. La mission qu'on se donne aujourd'hui, en s'appuyant sur ce texte, c'est pas de trouver une nouvelle astuce pour recharger les batteries. Non, c'est de comprendre pourquoi la batterie se vide en premier lieu. Le texte met en lumière une tension fondamentale de notre époque, un vrai conflit entre deux vitesses. La vitesse du monde extérieur qui nous crie plus vite et le rythme de notre monde intérieur qui murmure plus juste. Plus vite contre plus juste. J'aime beaucoup cette opposition. Ça pose le décor immédiatement. Alors plongeons dans le diagnostic que fait ce texte. Il décrit un cycle qui, je pense, va sembler terriblement familier à beaucoup de gens. C'est l'engrenage de celui qui avance, qui donne, qui aide, qui s'adapte en permanence. Une sorte de bon soldat de la vie moderne, quoi. Exactement, mais le texte ajoute une nuance absolument cruciale. On fait tout ça sans même mesurer le coût. On avance en mode pilote automatique. On répond aux sollicitations, aux attentes, jusqu'à ce que le réservoir soit non seulement vide, mais qu'on ait commencé à taper dans la réserve puis dans la structure même de la voiture. L'image utilisée est très forte. On ne prend conscience de l'épuisement que jusqu'au moment où il ne reste plus grand-chose. C'est l'image du vide intérieur après avoir trop donné trop longtemps. Ce qui est terrible dans ce constat, c'est que c'est une expérience qui isole. On a l'impression d'être le seul à ne plus y arriver, à être défaillant dans un monde qui, lui, continue de tourner à toute vitesse. Pourtant, le texte affirme que c'est une illusion. Et c'est le mot-clé, elle est partout. Et ça change tout. Du coup, ce n'est plus une faiblesse personnelle, c'est une condition collective, une sorte de nappe de brouillard caractéristique de notre époque. D'accord. Donc ce n'est pas ma faute, c'est un phénomène d'époque. Ça soulage, mais ça ne résout pas le problème. Mais c'est là, je crois, que le texte opère un renversement vraiment spectaculaire. Il ne se contente pas de déculpabiliser, il va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. C'est le moment où le texte prend tout le monde à contre-pied. Il ne dit pas seulement « ce n'est pas de votre faute ». Il dit, et je cite, « c'est souvent l'inverse. Se sentir vidé, démotivé, à bout, ne serait pas un signe de faiblesse. » Le texte présente ça presque comme une médaille du mérite, la preuve d'un combat mené avec courage. Une médaille du mérite, ça. C'est une idée forte, ça. Comment est-ce que le fait d'être au bout du rouleau peut être vu comme quelque chose de positif? C'est complètement contre-intuitif. C'est contre-intuitif parce qu'on est formaté à voir l'épuisement comme un échec. Mais le texte justifie cette idée avec une phrase d'une grande bienveillance. C'est parce que tu as tenu longtemps, parce que tu as porté beaucoup, parfois trop. En fait, la fatigue n'est pas le signe que l'on est fragile, mais le signe que l'on a été fort trop longtemps. Le texte identifie même un profil type, et c'est là que ça devient vraiment éclairant. Attendez, le texte dit que ce sont les personnes sensibles, engagées, consciencieuses qui s'épuisent le plus. Ça, c'est un paradoxe énorme, non? On pourrait penser que ce sont justement elles qui ont le plus de ressources, le plus de volonté. Qu'est-ce que ça révèle sur la nature du problème? Ça révèle que le problème n'est pas l'individu, mais le système dans lequel il évolue. Si les plus engagées sont les premières à tomber, ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème de charge. C'est ce que certains sociologues du travail appellent le paradoxe de la conscience professionnelle. Plus on se soucie de bien faire, plus on est exposé au risque de s'épuiser dans un environnement qui ne fixe pas de limites. Et c'est pour ça que la fatigue doit être requalifiée. Le texte nous invite à changer de logiciel mental. On passe du modèle batterie faible, il faut recharger, au modèle voyant moteur allumé, il faut vérifier le sens de la route. Ce n'est plus un problème de ressources, mais un problème de direction. J'adore cette analogie. Le voyant moteur. Ça veut dire que la fatigue n'est plus l'ennemi à combattre, mais un messager à écouter. Un indicateur précieux. C'est le point de départ d'une réflexion nécessaire sur ce qui, dans notre vie ou notre environnement, ne nous convient plus. D'accord, donc le voyant moteur est allumé, il nous dit de ralentir, de vérifier ce qui ne va pas, mais c'est terrifiant dans un monde qui nous crie en permanence « accélère ». J'imagine que la première réaction, ce n'est pas de l'écouter sagement, n'est-ce pas? C'est tout le contraire. La réaction instinctive et celle que la société valorise, c'est la fuite en avant. C'est le piège de la solution par l'action.
On se sent épuisé, la réponse semble logique, il faut faire plus. Le texte liste cette ordonnance paradoxale. Plus d'efforts, plus d'objectifs, plus de discipline. On essaye de soigner l'épuisement en augmentant la dose de ce qui l'a causé. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Et c'est là que le texte pose une question qui, pour moi, est le véritable cœur de toute la réflexion. Ce n'est plus une question de comment, mais de pourquoi. Absolument. Cette question est un pivot. Le texte oppose deux logiques. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire plus ou est-ce qu'on a besoin de comprendre pourquoi on fait encore? C'est un changement de perspective à 180 degrés. On sort de la logique quantitative de la performance pour entrer dans une logique qualitative du sens. Mais pourquoi ce simple questionnement est-il si puissant? Pourquoi le fait de se demander « pourquoi » peut-il changer la donne face à l'épuisement? Parce que l'épuisement moderne, ce que certains psychologues appellent le burn-out existentiel, ne vient pas tant d'un manque d'énergie que d'une déconnexion avec le sens de nos actions. On peut avoir une énergie colossale pour un projet qui nous passionne et être complètement vidé par une seule heure de travail qui nous semble vain. La source du problème n'est pas la batterie, mais le moteur qui tourne à vide. En posant la question du pourquoi, on ne cherche plus à remplir le réservoir, on cherche à s'assurer que la destination en vaut la peine. Ok, je vois. Retrouver du sens. Mais ça peut faire très peur. On s'imagine tout de suite qu'il faut démissionner, changer de pays, tout casser, comme le dit le texte. Ça semble être une montagne à gravir. Et c'est là que la proposition du texte est à la fois douce et incroyablement puissante. Elle désamorce cette peur du grand saut. Il est bien précisé que retrouver du sens, ce n'est pas repartir à zéro, ce n'est pas tout casser. La voie proposée est beaucoup plus accessible, plus humble. Le mot-clé utilisé n'est pas révolutionner, mais se réaligner. Se réaligner. J'aime beaucoup ce terme. Il ne suggère pas une destruction, mais un ajustement fin, comme un musicien qui réaccorde son instrument pour qu'il sonne juste à nouveau. Et le premier pas de ce réalignement, selon le texte, est d'une simplicité presque déconcertante. Il ne s'agit même pas de faire quelque chose. En effet, le premier pas, c'est de s'autoriser à respirer. Le verbe clé ici est s'autoriser. Ça implique un acte de volonté interne, non pas pour agir, mais pour cesser d'agir. C'est une permission que l'on se donne à soi-même, dans une culture qui nous pousse constamment à prouver notre valeur par l'action. S'autoriser une pause, s'autoriser à ne pas être productive, s'autoriser à simplement être. C'est un acte de résistance silencieuse. Et pour concrétiser cette autorisation, le texte propose une phrase, une sorte de mantra. Cette phrase « Je n'ai rien à prouver aujourd'hui », je pense qu'on devrait tous se la tatouer sur le bras. On passe nos journées à courir dans tous les sens pour prouver notre valeur, notre compétence, notre utilité. Et l'idée de simplement appuyer sur pause sur cette machine à prouver, ça semble presque un acte révolutionnaire. C'est un antidote parfait à la pression de la performance. Chaque mot est pesé. Je, c'est un retour à soi, à son propre ressenti. Rien à prouver, c'est la libération instantanée du fardeau du jugement extérieur. Et aujourd'hui, c'est ce qui rend la chose possible. On ne se demande pas de changer pour toujours, mais de tenir une trêve de 24 heures. Ça ramène l'enjeu à une échelle humaine et gérable. C'est une façon de remettre de l'humain là où il n'y en a plus assez, pour reprendre les mots du texte. C'est se reconnecter à ses propres limites, à ses besoins. C'est exactement ça. En se disant cette phrase, on déplace le centre de gravité. On passe de l'attente extérieure, ce que les autres attendent de nous, ce que nous pensons devoir leur prouver, à une forme d'acceptation intérieure. C'est le premier pas, le plus fondamental sur ce chemin du réalignement. Ce n'est pas une solution magique, mais c'est ouvrir la porte pour que le changement puisse commencer à s'opérer. Si on fait le bilan, ce que ce texte nous a permis de décortiquer, ce n'est pas juste une réflexion sur le fait d'être fatigué. C'est un véritable manifeste pour changer notre définition d'une vie réussie. On passe d'une vie mesurée à sa vitesse, à sa productivité, à une vie mesurée à la qualité de son alignement. Oui, la critique sous-jacente est celle d'une culture obsédée par la croissance et la vitesse à tout prix. Ce texte ne fait pas l'apologie de la paresse. Il propose une alternative, viser non pas la vitesse, mais la justesse. Viser non pas à optimiser sa vie pour aller plus vite, mais à l'ajuster pour qu'elle soit plus en accord avec qui l'on est vraiment. C'est toute l'essence de cette magnifique phrase finale qui boucle la boucle. Pas pour aller plus vite, mais pour aller plus juste.
Ce n'est plus une course, c'est une quête d'harmonie, en quelque sorte. Et ça me laisse avec une dernière pensée, une question que le texte fait naître. Il nous invite à nous demander ce qui nous fatigue le plus. En prolongeant cette idée, on pourrait se demander si l'on acceptait vraiment, pleinement, de ne rien avoir à prouver, ne serait-ce que pour les prochaines 24 heures. Quelle est la toute première chose, cette tâche, cette habitude, cette pensée que l'on arrêterait de faire? La réponse pourrait être très révélatrice.